Mais je suis contente que vous soyez là, que vous ayez accepté mon invitation, Caroline et Annick. Vous êtes deux personnes pour moi qui êtes hyper inspirantes de par votre profil, évidemment, parce que vous êtes des belles personnalités avec qui j'ai déjà, particulièrement Caroline, parce que ça fait quand Mm. même une quinzaine d'années qu'on se connaît. Puis je raconterai une petite anecdote tout à l'heure, Caroline, ça va te faire bien sourire. Annick, à travers les réseaux, on a déjà animé aussi, on a déjà fait une collaboration ensemble où on parlait, je ne sais plus du titre exact, mais on parlait de l'avenir de la fonction RH avec Éric Oui, la Roby et transformation des départements RH. c'est ça, et Geneviève Demers. Donc, les gens vont être d'accord avec moi que vous êtes super inspirante et que vous avez plein de choses à dire vraiment pertinentes qui, je pense, vont contribuer aux réflexions de la communauté RH. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour moi, c'est une journée spéciale, en fait. C'est mon centième épisode de podcast. Quand même, j'avais hâte d'arriver à ce milestone-là parce qu'on dit, je suis dans le monde des podcasteurs, on dit que après 100 épisodes, on commence à trouver notre style. 100 épisodes, si on calcule qu'on fait un épisode à presque toutes les semaines, on va dire à peu près 50 épisodes par année, mais ça fait 2 ans. Donc, Mhm. ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'enregistre mon épisode de podcast. Je suis assez reconnue dans le monde du podcasting pour changer souvent de titre. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je clôt une saison, je clôt l'année avec le podcast pour faire changement, mais je vais vous présenter aussi ma nouvelle mouture pour 2024, qui est en lien complètement direct avec le sujet d'aujourd'hui, les perspectives GRH. Donc, je vous parle de ça dans quelques minutes. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. J'ai très hâte de vous présenter plus en détail, voir pour qu'on vous connaisse davantage. Euh, je commencerai peut-être avec toi, Annick. Nouveau titre que j'ai su, hein, Oui. directrice maintenant principale de l'expérience employée chez Logisco. Tu es là depuis quand même quelques années. Peux-tu juste nous dire rapidement qu'est-ce que tu fais exactement? Je fais de C'est quoi ton l'expérience rôle? employée. OK, du EE, comme on Oui, dit. je fais du EE, mais je fais aussi de l'amélioration continue. Donc, je porte deux fonctions complètes avec moi. Mais en gros, chez Logisco, on a plusieurs lignes d'affaires. Donc, on a le multirésidentiel, les hôtels, les résidences, des chantiers de construction. Donc, on couvre l'expérience employée pour toutes ces lignes d'affaires. Donc, nous, on est en rôle conseil. On a décentralisé l'expérience employée et les ressources humaines dans toutes ces lignes d'affaires-là. Donc, je couvre de tout, là. Je fais même la paye dans notre département, pas moi, mais on fait la paye avec Kim et Annie, donc de la paye, des relations de travail, du recrutement, de l'amélioration continue de la SST, nomme-les, de l'analytique, des tableaux de bord de gestion, on est tout là-dedans. Hmm. Ah, et je pose pas de questions là parce qu'il y a plein de choses à dire, puis je me garde une gêne pour l'instant, mais c'est toutes des choses qu'on va pouvoir discuter tout à l'heure, Annick, merci. Caroline Baudet, chez Humano Médical, depuis quand même, depuis plusieurs années, je te laisse te présenter, Oui, Caroline. oui. Donc, Caroline Baudet, directrice au développement humain et organisationnel chez Mano Médical. Oui, ça fait déjà plusieurs années que je suis là depuis les tout débuts. Au fait, on a ouvert la compagnie en 2012 et j'étais même là avant, d'où qu'on s'est connus, Vicky et moi, là, dans l'ancienne compagnie qui était Striker. Donc, Humano Médical, nous, on fabrique des lits d'hôpitaux. On en vend un petit peu partout dans le monde, principalement aux États-Unis, Canada. Puis sinon, ben, dans ma fonction, au fait, là, un peu comme Annick mentionnait, on s'occupe là, pas mal de tous les volets RH, tout le développement organisationnel, les ressources humaines, la paye aussi également, là, ça relève de moi. Donc, un département assez polyvalent, là. On touche pas mal à tout. Puis ce qui va être intéressant, c'est de voir l'expérience en fait, de votre fonction, le rôle que vous occupez qui est dans les deux entreprises très avant-gardistes, hein. Puis on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais c'est deux organisations qui sont très axées justement bien-être des employés et très à l'avant-garde dans les pratiques de gestion des ressources humaines notamment. Donc, ça va être bien pertinent de parler de tout ça. Euh, J'introduis avec le sondage, il y a 41 personnes exactement qui ont répondu au sondage. J'avais 3 questions. Il y avait la première question qui était: quel est le plus grand défi que vous avez rencontré en tant que professionnel RH au cours de la dernière année? Il y avait une question sur les peurs.
de la fonction RH qu'on va moins aborder aujourd'hui, mais que j'ai quand même posé durant le sondage. Et les anticipations, les défis anticipés pour l'année 2024 dans le domaine des ressources humaines. J'aimerais ça vous sonder, vous deux, à savoir, peut-être que je pourrais commencer avec toi, Caroline. C'est quoi le plus grand défi que vous avez rencontré l'année dernière et qu'est-ce que vous anticipez pour 2024? Oui, bien, au fait, je dirais, si on s'aurait parlé, v'là 2-3 ans, ça a toujours été l'attractivité qui était beaucoup, au cœur en étant une entreprise en grande croissance. Donc, on a beaucoup de postes à combler et tout ça. Je dirais la dernière année, ça a été plus une année où est-ce que, c'est on commençait un petit peu plus à sortir la tête de l'eau de l'attractivité. Donc, c'est vraiment beaucoup on est beaucoup plus dans le centre de l'individu. Tu as parlé tantôt là, du bien-être et tout ça, là, vraiment le développement des compétences, développement des individus. Donc, pour ça, nous, il a fallu qu'on se dote vraiment d'outils ultra performants. On s'est doté d'un outil SIRH là, 360 qui a tous les volets afin de permettre de s'outiller comme département pour être encore plus stratégique puis répondre encore plus aux besoins des employés, là. Donc, je dirais que notre défi se retrouve beaucoup plus dans le développement, les compétences, connaissances. On avait du chemin à faire là-dessus. Donc, de tout mobiliser, au fait, mobiliser l'entreprise, mobiliser les parties prenantes. Ça a été un gros défi pour nous. Là, on a embauché une personne dédiée 100 à la formation, au développement des compétences. Oui. Euh, donc ça, c'est un gros point pour nous. Il y en a plusieurs, là. Pour en nommer un seul, là, c'est lui. C'est certain que dans l'attractivité, ça reste toujours, mais on essaie vraiment beaucoup plus de développer notre notoriété que de faire de l'attractivité aux besoins. On essaie d'être 3-4 coups à l'avance. Puis la gestion prévisionnelle des emplois. Puis je ne veux pas trop aller vers là parce qu'on va en parler peut-être un peu tantôt dans les autres termes, mais de vraiment d'être d'être proactif, puis de développer tout notre marketing employeur à l'avance, notre notoriété d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on sait beaucoup plus que juste l'attractivité en tant que telle, là. Puis, c'est ça, de s'occuper bien de ses employés, le bien-être, la santé mentale, c'est quelque chose là, qui, je pense, de façon globale au Québec, hein, beaucoup plus présent depuis post-pandémie. Là, donc, c'est quelque chose que nous, on essaie beaucoup de casser les tabous, de s'assurer que, tu sais, qu'on en parle, puis qu'on est capable d'accompagner là, tout le monde là-dedans. Là. Donc, ça, c'est, en résumé, nos gros défis, là, c'est pas mal ça. Bon, eh Je peux bien, poser une question, Caroline, moi? Oui, oui, pas Je de veux savoir, problème. Caroline, vous êtes combien d'employés chez Humano Médical? Là, en date d'aujourd'hui, on est 470 employés. Wow. OK. On a une taille. Ça le croît. On a commencé en 2012 à une soixantaine d'employés, là, donc ça l'a beaucoup. Ah, c'est drôle. Parce qu'on était Belle- 60 en 2011, puis on est rendu 500, tu vois. Ah, bon, c'est on des a un croissances. parcours assez similaire, c'est bien. Oui. Décroissance très, très rapide. Quels sont les défis que vous avez rencontrés justement chez Logisco en 2023, Annick, et qu'est-ce que vous Ouais. appréhendez pour 2024? Ben, ce que Caroline a mentionné, moi, ça a été mes défis beaucoup en 2021 et 2022 parce qu'on a mis en place un système d'information RH dès mon arrivée en 2019. Donc, on avait déjà le système d'information RH, on avait déjà notre programme de leadership des équipes, on avait nos groupes de co-dev de gestionnaires. Donc, moi, j'étais beaucoup en 2023 en consolidation. Puis, mon équipe avait grossi quand même la paie. Donc, avant, moi, je ne la gérais pas. C'était dans la vice-présidence finance auparavant. Donc, on était beaucoup, beaucoup en consolidation des 3 années précédentes. Moi, je suis arrivée en 2019 chez Logisco. Donc, consolidation de nos processus via le système d'information RH. Puis, il y a eu aussi une rotation d'employés. Donc, beaucoup de mise à niveau des gens. Donc, on a mis en place des cliniques de dépannage, autant pour les gestionnaires que pour les collaborateurs. Puis on a aussi beaucoup de systèmes d'infos. On a Employeur D, on a Agendrix, on a Bamboo. Puis ça devenait mélangeant aussi. Donc, c'est loin d'être parfait. On est en train de développer des solutions avec Employeur D. Mais on a eu beaucoup encore là de consolidation pour le collaborateur sur où est-ce que je le rentre, mon maudit congé, si je vais être payé sur ma paye dans 2 semaines. Donc, on est revenu beaucoup à la base sur les processus et les procédures à cause des systèmes d'information. Puis, on a beaucoup axé sur l'harmonisation de l'expérience employée et de l'expérience gestionnaire. Donc, on avait déjà mis en place plusieurs approches qui étaient très centrées sur l'humain. Mais à chaque fois qu'un gestionnaire arrive, c'est le défi
de rester consolidé. Oui, il a son propre style. On l'a choisi en entrevue parce qu'il fit avec nous, mais après ça, il faut s'assurer qu'en gardant sa couleur, qu'il y ait aussi des couleurs de Logisco dans comment on fait des relations de travail, comment on fait le recrutement, comment on respecte la structure salariale, parce que moi, je suis très, très fière d'avoir une équité à 100% interne et externe. Mais comme j'ai des hôtels puis des résidences qui font leurs propres offres salariales, il faut que je m'assure qu'ils maîtrisent les outils du siège social pour éviter qu'un contrat m'arrive par boîte courriel puis qu'il y ait un salaire soit dérisoire ou beaucoup trop enflé. Donc, ça a été le gros défi de mes équipes cette année. Donc, on consolide, on harmonise les gestionnaires et les collaborateurs. Et puis aussi, mais mon équipe a grossi. J'ai 2 nouvelles personnes avec moi. Donc, ça, c'est le fun d'avoir plusieurs spécialités, mais des fois, mes spécialités peuvent se chevaucher dans les procédures. Donc, actuellement, on est en train de voir comment on gère ça, une absence. Avant, il y avait une personne, c'était facile, mais là, à 9 dans l'équipe, ben, tout le monde a des petits bouts de robot, donc on est en train de revoir ça. Donc, ça a été mes gros défis de 2023. Puis en 2024, peut-être déjà rendu là dans la question, mais ça peut attendre. Sinon, Oui, en oui. Non, vas-y, 2024, vas-y. 2024, c'est sûr qu'il y a encore de la consolidation de l'harmonisation de l'expérience employée et gestionnaire, mais beaucoup dans les processus, on vient juste d'y entrer. Puis avec le contexte économique très difficile, évidemment, mais je pense que je ne suis pas la seule, là. Il y a beaucoup de gens que la rentabilité, elle a eu une inflexion. Donc, le profit peut rester au rendez-vous puis ça a augmenté, mais la rentabilité il stagne. Donc, de là où je suis très contente d'avoir la fonction amélioration continue, ce qui est une de mes spécialités. Donc, on va pouvoir vraiment l'aider à améliorer les processus, faire de la gestion de changement là-dedans. Comme Carole l'a dit, aller faire du développement des compétences aussi en même temps pour les gens. Oui. Puis, donc ça va être vraiment le gros défi. Puis, ce qu'on s'est rendu compte quand on a commencé à cartographier les processus en octobre, ce qu'on vient de commencer dans le transversal, c'est que ce qu'on prend pour acquis en ressources humaines ou en expérience employée, c'est qu'on prend pour acquis que les gestionnaires savent coordonner des équipes, savent gérer des projets, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va vraiment aller à, j'appellerais ça un retour aux sources. Pour eux, c'est de la nouveauté, mais en ressources humaines, pour nous, c'est le jeu de base. Donc, comment je coordonne des équipes, comment je fais une gestion visuelle, comment je délègue. Déléguer, ce n'est pas de donner un bout de mandat. Donc, c'est même de revenir des fois à la source. Quand on fait des processus, on se rend aussi compte beaucoup que ce qu'on pense très clair comme gestionnaire, dans nos rôles et responsabilités de nos collaborateurs, ben, dans la réalité du plancher, c'est pas si clair que ça. Donc, vraiment, les grands défis pour moi en 2024, c'est processus, clarté de rôle, coordination, puis on contribue à l'augmentation de la rentabilité. Moi, c'est vraiment là-dessus que je tente de m'axer en Ouais. 2024. C'est drôle parce que je constate les deux que, puis merci d'avoir posé la question sur le nombre d'employés, mais que vos deux entreprises avaient vécu une forte croissance. Puis ça me fait drôle d'entendre Caroline parce que je connais très bien les dirigeants, j'y ai travaillé, puis je suis toujours surprise d'avoir, hein, c'est un défi encore pour une entreprise qui est si performante, autant financièrement qu'opérationnellement. Mais je réalise qu'avec cette croissance-là que vous vivez, c'est des défis qui reviennent constamment d'année après année, puis c'est jamais acquis, hein. On ne peut jamais s'asseoir sur notre performance puis penser que c'est le futur. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. On a eu l'occasion, parce que Caroline, elle a intervenu dans mon cours en planification des ressources humaines, mon cours à l'université, et qu'il y a justement le développement des compétences, que les nouveaux employés ne connaissent pas l'historique. Donc, il faut les remettre dans le bain. Ils ne sont pas encore tatoués, humano. Donc, il y a ce défi qui est jamais atteint, en fait, cet objectif qui est jamais atteint, là. Ça peut être démobilisant. Je ne sais pas pour toi, Caroline. Moi, j'aime pas refaire 2 fois la même chose. Donc, c'est le bout difficile, je trouve, du rôle en ressources humaines qui est de constamment recommencer. Un Ouais. bon point, Oui, un bon vraiment. point. Ce qui nous amène à l'intégration stratégique de l'intelligence artificielle. C'est un sujet, je pense, dont il faut commencer sérieusement à discuter. Si les gens n'ont pas en ont pas encore pris connaissance, je pense que c'est pas demain qu'il faut le faire, c'est dès aujourd'hui. Donc, Caroline, tu as commencé à nous parler tout à l'heure que tu as embauché une personne au niveau de la formation. Tu as embauché, ben en fait, vous êtes en train de modifier la fonction d'une personne sur le data analysis. Oui. Vous êtes où en termes de développement technologique? J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que je sais que tu as plein de choses à dire. Oui, il va falloir que je me retienne pour ne pas en parler trop longtemps, mais c'est sûr que nous, on utilise l'intelligence artificielle dans notre équipe là, depuis le début de l'été, mais de façon comme plus exploratoire.
on l'a intégré dans notre planification stratégique. Là, justement, la semaine dernière, on était en planification stratégique. Donc, comment qu'on l'utilise de façon globale dans l'entreprise, tu sais, les limites aussi également. Puis c'est sûr que dans notre équipe, j'ai quand même la chance d'avoir quelques personnes dans l'équipe qui sont assez pro technologie et tout ça, là, Mhm. qui aiment beaucoup ça. V'là 2, 3 ans, je disais, faut qu'on soit en RH, il faut qu'on ait aussi une fonction marketing, tu sais, pour bon, justement l'expérience employée et tout ça, comme l'expérience client. C'est encore vrai aujourd'hui, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi faut être techno, faut être avant-gardiste un petit peu là-dessus pour améliorer notre efficacité. Puis surtout, on est en contexte de croissance, donc c'est un atout majeur. Mais c'est ça, nous, dans le fond, quand je parlais de mes défis 2023, c'était vraiment de s'implanter un bon système, d'avoir des bonnes datas, euh, de se créer beaucoup de sondages auprès des employés, tout ça, là, pour se récolter des données. Puis Audrey, qui est justement qui est dans l'écoute présentement dans le podcast, mais son rôle va vraiment s'orienter beaucoup, beaucoup sur l'analytique RH à partir de février, parce que c'est elle qui s'occupait principalement de l'implantation de notre SIRH. Donc, c'est vraiment que on a comme deux sous-départements, là, le développement organisationnel et les ressources humaines. Donc, de vraiment cons- d'avoir des bonnes datas qui vont nous feeder pour vraiment se monter des bons business cases, de pouvoir travailler sur ce qui est à valeur ajoutée pour développer nos futurs programmes. Puis nous, on va être encore en grosse croissance. On va gérer plusieurs sites. On a un site présentement à Sherbrooke. On a un petit site à Saint-Louis, là, aux États-Unis. Donc, il faut vraiment qu'on se prépare à ça parce que c'est juste le début, là. Donc, vraiment d'avoir des outils solides pour pouvoir être le plus stratégique possible, puis à la fois bien répondre aux besoins de nos employés en ayant des bonnes datas, là. Donc, ça va nous amener beaucoup d'objectivité. Parce que souvent, en RH, on peut être plus sur le senti parce qu'on est beaucoup avec les employés, tout ça, entre les employés et l'employeur. Donc, je trouve que c'est ce qui nous aide vraiment à être plus stratégique, d'avoir beaucoup de données, des statistiques là, pour pouvoir être plus stratégique, là. Oui, puis écoute, Caroline, j'ai dit que j'allais te dire une anecdote tantôt en Vas-y, je suis début prête. de... Je suis prête. Ben, je peux témoigner de ton avant-gardisme parce que je me souviens une fois où tu es venu me voir, là, on recule il y a 2010, à peu près 2009, 2010, donc ça fait quand même quelques années, là, vous allez sourire, mais Caroline est venue me voir et elle me dit, Hey Vicky, je pense qu'il faudrait commencer à se tourner vers les réseaux sociaux pour faire notre recrutement. C'est-tu- Ça parle de loin. Je m'en Là, rappelle même plus. j'avais dit même, je ne suis pas sûre qu'on est nécessairement prêt à ça. Fait que je réalisais que je t'avais coupé ton inspiration et Ouais, ton avant-gardisme en étant moi-même fermée à ça. Mais là, c'est sûr que plusieurs années plus tard, on est complètement ailleurs. ouais, c'est ça. Mais c'est Mais tu drôle, me ouais. disais justement cette pensée. Maintenant, il faut vraiment penser TI, c'est ça. C'est que les ressources humaines, on doit avoir une pensée TI, Annie, qui est très processus aussi, une pensée très procédurale données, data, analyse, etc. Donc, je pense que c'est une force ou une compétence qu'on doit développer de plus en plus. Ce qui m'amène à te poser la question, parce que tu n'as pas nécessairement mentionné ChatGPT, est-ce que vous utilisez? C'est-tu un Ouais, outil ben, quotidien? oui, on l'a utilisé dans l'équipe. On était peut-être la moitié de l'équipe à peu près là, qu'on l'utilise depuis cet été. Puis c'est vraiment merveilleux là. Un C'est comme si stagiaire. on avait un stagiaire à temps plein avec nous là, tu sais, juste de on a monté plein de formations là, dans notre système RH pour les gestionnaires et tout ça. Puis j'ai sauvé énormément de temps en utilisant ça. Là maintenant, on s'oriente plus en tant qu'entreprise d'utiliser autre chose là, que OpenAI, là, on va utiliser probablement plus Bing GPT. Mais Oui. je dirais que nous, dans notre département, on l'utilisait beaucoup, mais sans nous rendre compte qu'il n'y avait pas tant d'autres départements qui l'utilisaient. Il y en avait d'autres, on n'était pas les seuls, mais pour se rendre compte finalement qu'à un moment donné, si je disais on utilise ça, puis ah ouais, vous utilisez ça? Ben oui, on l'utilise. Puis là, ben, c'est sûr que la notion sécurité, tout ça, là, donc on veut vraiment avoir une politique d'entreprise Pour encadrer le tout, là. pour encadrer le tout, mais c'est sûr que en contexte de pénurie de main-d'œuvre, en contexte de croissance, c'est un allié, c'est un super allié là, Ouais. pour être plus efficace, enlever des tâches, des fois dans un rôle qui est moins à valeur ajoutée, tout ce qui est répétitif. Euh,
juste des questions qu'on a, ça sauve énormément de temps. Chez vous, Annick, on a eu l'occasion d'en discuter. Comment ça se passe côté intelligence artificielle puis développement des nouvelles technologies? Ça se passe différemment de chez Caroline. Nous, on a un nouveau VPTI depuis janvier, donc qui est vraiment dans toute cette analyse, l'investigation, la proposition de solutions. Donc, on est plus en mode expérimentation avec les versions gratuites de ChatGPT, puis ça sert, on fait des tests pour bâtir des programmes d'accueil et intégration, en fait, pour aider nos DG d'établissements d'hôtels puis des résidences. Donc, euh, ils se rendent compte qu'ils peuvent vraiment, tu sais, si on a un nouveau DG puis qui est un peu allumé, il va là-dessus, puis il y a quand même beaucoup d'inspiration si jamais ils sont mal pris. Donc, on leur a montré un peu comment on peut l'utiliser pour se dépanner. Mais tu sais, nous, le marketing utilise beaucoup pour faire les calendriers, les éditoriaux, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais nous, ce qu'on veut vraiment voir, c'est comment on peut l'implanter comme technologie structurante dans l'entreprise. Puis c'est là où Dominique, notre VP, agit, puis c'est ce qu'on discutait au comité exécutif là, avant que j'arrive. Donc, actuellement, on a déjà beaucoup de systèmes, puis presque aucun n'intègre l'intelligence artificielle. Donc, le défi, c'est pas d'arriver à des solutions isolées en silo, mais bien Ouais. d'avoir des solutions corporatives où est-ce que tout le monde va pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle. Actuellement, si je regarde encore l'équipe de marketing, ils utilisent Canva en ligne, mais la version pro, et le AI est inclus maintenant dans cette licence-là. Donc, puis ce que les gens ne savent pas, nous on le sait, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais qui utilisent l'intelligence artificielle sur une base quotidienne là, avec leurs différentes suites Office sur Teams, il y a du AI, il y en a partout maintenant. Puis j'ai l'impression qu'ultimement, on ne s'en rendra même pas compte, mais on va utiliser l'intelligence artificielle sur une base quotidienne. Donc, moi, je suis en mode observation, je l'ai beaucoup là-dessus. J'ai appris à prompter ChatGPT, je fais de l'art avec Midjourney, j'ai amené mes enfants là-dedans. C'est drôle, mais je suis vraiment en mode quelles seraient les meilleures solutions organisationnelles? Parce que moi, j'ai Bamboo RH comme système d'information. Il n'y a pas de AI là-dedans. Je suis limitée. Mais en même temps, je n'ai pas envie de changer de système d'information après 4 ans parce que c'est un coût énorme en temps Mm. homme de tout faire tes processus et changer tes données. Donc, j'adore Bamboo, mais en même temps, je suis coincée parce qu'il n'y a pas de AI là-dedans. Donc, j'espère que Bamboo va s'updater pour que je puisse bénéficier de la technologie sans avoir à changer de système d'information. Donc, j'ai l'impression que tous les joueurs en informatique, si on se limite au volet ressources humaines, ils vont devoir s'adapter parce que sinon, les clients qui n'en ont pas encore et qui grandissent n'iront pas vers Bamboo, n'iront pas vers Agendrix, n'iront pas vers toutes ces solutions-là. Donc, il y a clairement un marché à développer. Je me trouve des fois un peu captif d'un marché qui n'avance pas assez vite. Mais puis je pense que dans la grande entreprise, ils sont beaucoup plus avancés. Quand on regarde la Banque nationale avec leur analytique, ils ont beaucoup, beaucoup de données. Donc, c'est intéressant d'utiliser le AI pour la mâcher, cette donnée-là, puis faire des grands constats. Donc, je suis en mode emballée parce que j'aime la techno, mais je suis en mode surtout à attendre que le modus de marché il avance plus vite pour que, pour que mon bambou s'améliore, que mon agentrique s'améliore, mon employeur D s'améliore pour sauver du temps. Ouais. Puis, Êtes-vous curieuse de voir l'utilisation des gens? ben Oui, oui. oui, oui. C'est partagé un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers n'a jamais été utilisé, Oh, mais un tiers l'utilise tout le temps. Fait OK. que ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est pas demain qu'il faut le faire, c'est à partir d'aujourd'hui. Et C'est fun. l'autre tiers, c'est au moins une fois ou à l'occasion. Donc, il y a des gens qui l'utilisent de façon un petit peu plus sporadique. Fait que c'est Ben, intéressant de voir si on ça. peut inspirer les gens qui ne l'ont jamais essayé à aller l'explorer. Ouais. Moi, c'est les plus jeunes dans l'équipe qui m'ont corrompu. Mais tu sais, on peut aller faire un affichage de poste, on peut aller trouver de l'inspiration pour des programmes en santé et sécurité, de l'inspiration pour des programmes d'accueil et intégration. Donc, juste pour ça, c'est le fun. Puis, tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut préparer une entrevue pour un poste puis qui cherche les meilleures pratiques en ressources humaines, ben, il y a moyen d'interroger ChatGPT, quelles sont les tendances en ressources humaines en 2024 dans la grande entreprise, par exemple. Donc, juste ça, c'est intéressant, puis ça démontre le potentiel, puis ça amène les gens à l'intégrer dans leur quotidien. Tu sais, moi, je suis rendu mon nouveau Google, là. Donc, on change nos systèmes, et il y en a partout du AI. C'est juste que c'est rendu tellement Ouais. démocratisé qu'on s'en rend même plus compte. Donc, on l'utilise, mais est-ce qu'on l'utilise de manière concertée en choisissant une application d'affaires qui permet d'accroître la rentabilité et la productivité? Non, mais les choix technologiques qui seront faits, C'est ça. oui, puis soit on change de CRM, puis c'est ça. Donc, ils viennent de lancer une nouvelle version. Je ne me souviens plus du nom du CRM, mais ils intègrent le Generative AI. Donc, ça va être super. Donc, parce qu'on a déjà des robots conversationnels, on a plusieurs petites choses quand même qui existent, mais
tout en silo actuellement. Donc, le défi, c'est vraiment d'en faire bénéficier toute l'entreprise. Pensez-vous qu'on doit, tantôt, Caroline, tu parlais que vous êtes en train de faire des procédures d'utilisation pour encadrer. Dans quelle mesure vous croyez qu'on doit encadrer comme, puis que c'est la responsabilité de la fonction RH de venir légiférer, en fait, l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ouais, c'est sûr que tu sais, c'est super, comme un peu Annick disait, là, c'est super attractif. On pourrait faire plein de choses avec ça, mais faut être à la fois prudent. Euh, faut qu'on, je pense qu'on travaille vraiment de plus en plus main dans la main avec le département IT pour la sécurité. Là, c'est rendu des principales menaces de toute entreprise, la sécurité Mm. informatique. Donc, il faut s'assurer que là-dessus, on est blindé aussi, qu'on n'ira pas mettre en jeu là, des pratiques d'entreprise ou des secrets d'entreprise. Donc, c'est vraiment très important. Puis, c'est ça. Donc, on va avoir vraiment des pratiques. Ça va être, au fait, c'est ça. C'est un peu comme chez vous aussi, là. Plusieurs personnes l'utilisent dans les départements à sa manière. Donc, on veut vraiment harmoniser le plus possible. Puis, que c'est ça, qu'il y a une nouvelle utilisation, ben, on a fait, tu sais, on s'est assuré qu'on a validé la sécurité, là, la sécurité en amont. On va donner des grandes lignes principales comme ne pas uploader de documents qui pourraient, tu sais, pour l'instant, là, on veut être sûr là, qu'on est blindé, donc on va restreindre là, à tous les employés là, d'uploader des documents dans l'AI finalement. Puis après ça, ben, on va s'adapter au fur et à mesure. Mais c'est important dans tout ça d'avoir des bonnes politiques, puis que nous, on travaille conjointement. Il y a toute la notion de confidentialité, il y a pas Loi juste la 25. sécurité, mais il y a toute la notion de confidentialité Oui, aussi qui oui, entre là-dedans parce oui. que tu sais, on va pouvoir améliorer nos processus et tout ça, mais est-ce qu'on compromet des choses confidentielles pour les employés là-dedans? Est-ce qu'on s'assure que Oui, toutes les datas qu'on a, ils restent à l'interne et sécurisés, tout ça, là. Donc, c'est quand même c'est un enjeu de ça, là. oui. Mm. Il y avait hier au décrypteur, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ça, c'était à Radio-Canada, puis je suis tombée sur cette émission-là, je l'ai pris en photo, Yoshua Ben Guillot, qui est le fondateur et directeur scientifique du MILA. Donc lui, ça fait 20-30 ans qu'il travaille sur l'intelligence artificielle, puis là, il donnait une citation qui disait: Alors que l'on pensait qu'il faudrait attendre des décennies, voire des siècles, pour que l'IA atteigne le niveau de capacité cognitive des êtres humains, moi-même et d'autres scientifiques pensons que la technologie pour y arriver pourrait être développée au cours des 2 prochaines décennies, pardon, voire dans quelques années à venir. Et il dit: de tels niveaux de capacité pourraient alors donner au système IA des avantages intellectuels significatifs par rapport aux êtres humains. Puis, bon, il y avait d'autres citations qui disaient que on peut utiliser au niveau de l'intelligence artificielle pour l'empathie, hein, se confier, puis qu'ils sont capables de nous réconforter. Il y avait Meta aussi qui ne veulent pas. Il y a plusieurs grands joueurs qui veulent éviter les réglementations à tout prix. Donc, ils font pas de la controverse, mais de la désinformation ou pour justement laisser plus de place à l'intelligence artificielle. Donc, c'est quand même, ça va être intéressant de voir les prochaines années, là, comment est-ce qu'on va gérer ça avec Mhm. l'éthique, etc. Donc, Ouais. Annick, vous autres, avez-vous comme projet de l'encadrer? Oui. Donc, c'est dans des PTI qui fait la politique. Moi, je m'occupe juste de faire le volet RH pour ce qui est simple, là, c'est les mesures disciplinaires, mais qu'est-ce qui est une faute grave, qu'est-ce qui est une faute qui demande un avis. Donc, Oui, moi, j'écris les politiques RH, les politiques TI, je vous laisse écrire, mais je m'assure que le volet ressources humaines, par exemple, est bien couvert et il répond au normes du travail. oui, Et, oui. parce qu'il voulait en écrire une trentaine, tu les écriras, puis rajouter mon saut après. Donc, c'est l'attente qu'on a privilégiée, moi. Ça a été tellement vite. Moi, quand j'ai commencé ma session à l'université, mon plan de cours était partagé. Les universités, en début de session, n'étaient pas encore prêtes, n'avaient pas fini d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis c'est après quelques semaines où on a commencé, les enseignants, à avoir de la formation pour nos plans de cours à l'hiver 2024, ce qui fait que ça a été tellement rapide. Puis les Mhm. universités sont quand même de bons penseurs, une grande capacité justement à réfléchir à ça. Mais ça a été plus vite
que la capacité de l'université à réagir pour la session d'automne. Puis ça, c'est juste en septembre, là, donc ça fait à peine 3 mois. Donc, Mm. on voit qu'en 3 mois, ça va très, très rapidement. Il y avait une question, peut-être si on peut répondre rapidement à Sophie qui demandait qu'avez-vous fait au niveau de la protection des renseignements personnels? Comment assurez-vous la protection de ces données? Notre BPI a recensé toute la donnée qu'on avait dans l'entreprise, donc pour tous les secteurs d'affaires, autant de clients qu'employés. Pour les deux. Puis, ils ont mis, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, là, un genre de data hub où est-ce que on a fait, que tous les employés ont reçu une feuille pour dire que voici ce qu'on fait avec vos données, puisqu'on on a colligé toutes les données qu'on avait sur les collaborateurs, idem pour les locataires, par exemple. Puis, on leur a dit, voici ce qu'on fait comme usage, est-ce que c'est correct pour vous? Puis là, il y a une boîte en ligne là, qui donne leur consentement. Donc, ça a tout été géré par la vice-présidence TI, mais en gros, quelles sont les données que vous avez, quel usage vous en faites, puis voici ce qu'on communique après aux employés. Ben, nous, en fait, c'est certain qu'on tu sais, on est conjoint avec les IT aussi là, pour s'assurer là, tu sais, qu'on fait tout ça correctement. On a mis des politiques en place et tout ça, puis on s'assure vraiment qu'on partage plus d'informations, même les systèmes qu'on utilise, on fait toujours une double vérification que c'est bien protégé dans notre SIRH, qu'on a beaucoup d'informations. Donc là, ça, c'est sûr qu'on se fait toujours une veille, s'assurer que la confidentialité est là-dedans, là. C'est vrai qu'on a eu une revue des accès sur nos systèmes, là, parce qu'on donnait des fois un petit peu trop d'accès. Donc, on a revu les niveaux d'accès Ah au ouais, minimum. Ça, c'est un ouais. changement de culture qui a moins été Passer apprécié, peut-être, mais bon, ouais. il a fallu le Ouais. faire. Oui, Puis, on avait aussi il y a quand même eu une sensibilisation à faire auprès de nos DG d'hôtel puis de résidence, tu sais, qui font leurs entrevues de manière autonome, puis par courriel nous envoyaient les coordonnées et le NAS, ce qu'il ne fallait pas faire, on le sait. Donc, on a eu à changer cette méthode de communication. Ce qu'on a réussi à faire en leur expliquant les enjeux, mais c'est vrai qu'il y a eu, il a fallu voir où sont nos données confidentielles pour celles qui n'étaient pas dans les systèmes, puis on s'est rendu compte que les contrats de travail, il y avait des fois des trucs très sensibles, des numéros de passeport aussi en recrutement Et international, palais. là, Ouais, mais oui, c'est le collaborateur lui-même qui t'envoie ça, puis qui est inconscient du risque. ouais, oui. On a eu à Mmh, conscientiser tout le monde là-dessus. ouais. mmh. C'est une conscientisation, c'est le cas de le dire. Ce qui nous amène au deuxième sujet, en fait, qu'en est-il de l'avenir de la fonction RH selon vous? J'ai eu la discussion avec les deux, évidemment. On a fait un webinaire juste là-dessus avec Annick, mais avec Caroline, on a eu l'occasion d'échanger sur l'avenir de la fonction RH. Allons-y, tiens, avec Annick, parce que je trouvais ça très intéressant, c'est parlé la semaine passée, puis on parlait justement des titres, d'évolution de ça, puis tu me partageais tes réflexions du moment. Et puis, je trouvais ça intéressant si tu as envie de nous en faire part de ces réflexions-là pour nous amener à grandir dans nos réflexions respectives. Attends, si je commence par le début dans l'avenir de la fonction RH, mais je pense que pour que toute chose reste pérenne dans le temps, elle doit être alignée sur la stratégie d'affaires et sur les enjeux d'affaires surtout. Donc, aussitôt qu'on est désaligné, on est obsolète. Là. Notre but, c'est pas de rendre les gens heureux. Oui, on veut du mieux-être, on veut la santé psychologique, une sécurité psychologique, on veut tout ça. Mais ultimement, on n'est pas ici pour Ouais, créer du plaisir. On est ici pour pour s'assurer que les gens ont du plaisir ensemble. On va avoir des activités, mais le plaisir peut être une valeur ou une façon de vivre au quotidien, mais ouais, fondamentalement, je n'existe pas pour venir faire le clown dans ma journée 8 heures par jour. Donc, je mets en place des pratiques qui permettent de résoudre ces enjeux d'affaires-là. Je mets en place des pratiques qui permettent d'assurer ou de développer la sécurité psychologique, d'assurer que j'ai le moins de risques psychosociaux au travail, mais puis le plaisir, bien évidemment, ça fait partie de notre ADN, donc on fait ça dans le plaisir. Mais une fonction RH qui serait désalignée, puis qui ferait du recrutement à répétition sans jamais faire de la prévention, d'améliorer les pratiques, va devenir aussi obsolète. Fait que je pense que la clé, c'est d'être aligné vraiment sur les enjeux, de comprendre la croissance ou la décroissance de l'entreprise. Puis tantôt, tu en parlais rapido, mais gérer une croissance est beaucoup plus difficile que de gérer une décroissance. Parce qu'une décroissance, c'est beaucoup d'émotions, mais une croissance, c'est toute la standardisation de ta qualité et de ton expérience client. Donc, moi, je l'ai vécu dans une boîte de consultants, une croissance très rapide, mais où est-ce qu'on a embauché trop tard, puis on n'a jamais réussi à faire l'accueil et l'intégration de nos nouvelles ressources correctement parce qu'on était là en termes de charge de travail. Donc, une croissance qui a dû reculer un peu pour mieux avancer. Donc, ça, c'était mon petit aparté pour tantôt. ouais, Puis très sinon, bien quand on dit, parle des ouais. titres d'emploi, on parle beaucoup d'expérience employée, de marque employeur, marketing RH, c'est super, mais tu sais, ultimement,
C'est ça que tu veux que je dise, là? Tu veux que je fasse mon mea culpa de mon jugement sur la fonction? Genre. Genre, mais je vais le faire parce que je suis très transparente comme personne. Moi, j'ai un bac en sciences du langage puis une maîtrise en administration. Je suis spécialisée en analyse et développement des organisations. Donc, je ne me suis jamais associée à la fonction RH, jamais. J'ai toujours eu un biais, hein, je le dis ouvertement, envers la fonction ressources humaines, qui était pour moi très administrative. J'ai été 15 ans à la Ville de Québec où j'ai vu beaucoup d'administratifs, des relations de travail puis de la SST. Puis le DO, ben, c'est moi qui le faisais. J'étais conseillère en développement organisationnel à la Ville de Québec, mais pas au service des ressources humaines. Donc, un gros biais. Puis, quand on m'a approchée chez Logisco pour être directrice expérience employée il y a 4 ans, ben, j'étais contente de ne pas m'appeler RH parce que j'avais pas d'attachement à ces lettres-là. Ceci étant dit, j'ai découvert après 2 semaines que ben, les RH, c'est quoi? C'est la base de l'expérience employée. Vraiment, c'est, tu sais, si ta rémunération n'est pas bonne, si ton recrutement n'est pas bon, si tu n'as pas d'équité interne, de sentiment de justice, si tu as plein de risques, les gens se pètent la gueule, le climat est malsain, tu as du harcèlement psychologique, tu n'en auras jamais d'expérience employée. En fait, tu vas en avoir une, puis elle doit être vraiment pourrie. Donc, j'ai eu à développer mes connaissances et mes habiletés en ressources humaines très rapidement. Maintenant, j'ai mon titre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines que j'ai acquis en octobre et j'en suis très fière. Et je peux vous dire que maintenant, j'ai une très grande considération pour le volet RH. Et si je m'appelais, les cinépolerais, directrice RH, j'en serais maintenant très fière. Alors qu'à l'époque, ça me donnait des frissons. Mais je pense que pour faire de l'expérience employée, il faut absolument comprendre et maîtriser les ressources humaines. Et après ça, vraiment continuer à mettre l'humain au cœur de tout ça par le DO. En fait, le DO crée beaucoup l'expérience employée, mais de mauvaises pratiques en ressources humaines. C'est aussi, ça défait l'expérience employée. Donc, tout est de l'expérience employée, finalement, là, comme dirait ma grand-mère, tout est dans tout. Puis, il faut le réaliser, ça. Puis, être fière de la fonction ressources humaines, ce que j'ai pas été. Puis, j'ai sûrement nuit à tout ça ces 3 dernières années. Puis, je voudrais m'en excuser. Parce que maintenant, je vois à quel point c'est une fonction qui est fantastique. Quand elle est bien faite, elle est stratégique, elle est fantastique. Puis, peu importe le type d'emploi que vous avez, si vous faites des ressources humaines, du DO, de l'expérience employée, aligné sur la stratégie, vous faites les bonnes choses, puis c'est ça qu'il faut faire. C'est bien dit. J'aime beaucoup comment tu as exprimé ça. Vraiment, je Merci. m'excuse à tout le monde. Ben, je suis la première. J'ai dit que je me suis chicanée avec ma profession. Moi, il y a ben, après Straker, j'ai eu mon époque où j'avais, c'est ça, parce que j'étais tannée du jugement, du regard des autres Mm. sur la profession. Mm. Mais je dois dire que quelques années plus tard, j'ai repris contact avec la profession, je me suis réconciliée euh, du fait que c'est des dirigeants dans un groupe de co-développement, justement. J'osais pas parler de l'humain. Je me sens. Puis, un monsieur qui est venu me voir, un président de compagnie qui s'appelle Patrick, puis il a dit Vicky, arrête de te censurer parce que nous, les dirigeants, on en a besoin de Mm. parler d'humain. On a besoin de se faire aider à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis réconciliée avec la profession. Et ben, maintenant, je veux dire, je m'implique de plus en plus. Puis je pense que c'est une profession dont on doit prendre excessivement soin, qu'on doit valoriser de plus en plus. Donc, merci Annick. Caroline, à ton avis, quels sont les défis, les opportunités justement pour la fonction dans les prochaines années? Oui, bien, au fait, j'ai bien aimé vos 2 témoignages. C'est super. Puis je pense que en tout cas, je réponds pas tout de suite à la question, mais j'y arrive, là. Mais je pense qu'il y a eu comme un changement dans notre profession aussi qui fait en sorte que je me rappelle moi aussi quand que je commençais puis que je disais aux gens de mon entourage que j'étais en RH, puis c'était comme si: «OK, c'est vous qu'on va voir quand on a des problèmes». Ouais. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui me dit: «Ah, c'est à cause d'une personne comme toi que je me suis fait congédier», tu sais, quelqu'un dans mon entourage personnel. Donc, tu sais, c'était un peu je pense qu'on avait il y avait une réputation autour de cette profession-là qui, heureusement, c'est sûr que dans l'environnement, moi, je baigne dans le même environnement de travail depuis quand même quelques années, que ça a toujours été valorisé. Mais je pense qu'heureusement, ça a beaucoup évolué, puis je suis quand même fière de tout ça. Puis, je veux pas répéter, ce qu'Annick, tu disais parce que je suis quand même alignée, pas mal avec toi, là, mais c'est vraiment il faut avoir un rôle très opérationnel, très aider les gens.
ça le prend, même si on dit que ça prend un rôle Non. stratégique, une vision 360, ça prend les deux. Puis dans l'opérationnel, je vois du stratégique aussi parce que Ouais, c'est là qu'on va prendre le pouls, c'est là qu'on voit qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis en fait, c'est que ça nous prend une vision 360 de l'organisation. Faut pas être dans notre petit cocon RH. Faut comprendre c'est quoi les besoins de chacun des départements. Il faut être aligné avec les décisions stratégiques, mais il faut aussi contribuer aux décisions stratégiques. Il faut qu'on ait notre voix dans les planifications stratégiques et tout ça, là. Donc, je vois ça comme une profession quand même très ouais. large. Bon, on t'a dit qu'il faut être impliqué dans les décisions stratégiques. Il faut connaître les décisions stratégiques, mais on le voyait dans le sondage, c'est pas tous les gens qui ont une fonction qui les amène à s'asseoir au comité de direction. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui disent ouais, mais moi, j'ai pas accès à ces informations-là? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? C'est sûr qu'à la base, faut qu'il y ait une personne dans l'équipe qui est enlignée, dans les planifications stratégiques, les rencontres stratégiques. Mais il faut que ça redescende dans l'équipe, RH, développement organisationnel. Hem, faut être curieux. Je pense que c'est pour ceux qui ont peut-être moins de chances de l'être, d'être curieux. Il y a possibilité juste, je pense avec toi, Vicky, qu'on parlait, tu sais, le recrutement, c'est un des rôles hyper stratégiques dans l'entreprise parce que C'est le tu plus parles avec stratégique tout selon bon, la le science. plus tu parles puis je suis d'accord avec ça parce que tu parles avec tous les gestionnaires, tu comprends les besoins, tu peux rester dans ton recrutement, mais tu peux comme aller plus loin et dire: «Ah, il y a un manque à telle place ou on pourrait reviser telle chose». Ça l'aide beaucoup quand on discute avec les gens, qu'on sort un peu juste de notre vision RH, de nous emmener, d'aller chercher de l'information. Puis c'est comme ça aussi qu'on fait notre place, je pense, dans l'entreprise. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu dirais, Annick, toi, pour les gens qui ne sont pas nécessairement impliqués au niveau stratégique, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ben, j'espère que dans leur équipe, quelqu'un, comme tu dis, Caroline, est impliqué au niveau de la stratégie, mais dans beaucoup de petites entreprises, il y a des fois juste une personne, puis souvent c'est quelqu'un qui va sortir de l'école, donc qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, elle ne sera pas invitée au comité Oui, exécutif. Donc, je pense, puis tu vois, moi, j'ai commencé à 24 ans sur des comités de direction. Donc, c'est pas parce que tu sors de l'école que obligatoirement tu ne seras pas impliqué. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment, comme Caroline, c'est vrai ce que tu dis, il faut vraiment être curieux. Quelqu'un qui n'est pas curieux, qui veut juste comprendre les ressources humaines, ne sera jamais au comité de direction. Il faut vraiment s'intéresser vraiment à la fonction à faire. Moi, je suis allée faire le tour aussi en immobilier, parce que j'avais aucune connaissance immobilière, là, à part mes ventes de maisons dans le passé. Et de comprendre, on a des résidences pour personnes âgées, on va faire du shadowing. J'ai passé une journée avec une DG, j'ai suivi les opérations. Même chose dans les hôtels, j'étais allée marcher des chantiers de construction. Donc, même si j'étais ici déjà au comité exécutif chez Logisco, j'ai voulu vraiment comprendre, m'imprégner, comprendre les défis. Puis, tantôt, comité exécutif, je parle de liquidité puis de flux de trésorerie. Ben, j'ai posé plein de questions, pas pour avoir l'air intéressant, mais parce que je veux fondamentalement comprendre. Donc, c'est sûr que ça prend une base. Il faut parler avec les chiffres. Caroline, elle a donné un beau conseil au début de la rencontre sur avoir de la donnée. Tu sais, si tu sors une idée de ta tête puis tu n'es pas capable de la rattacher à un enjeu d'affaires, t'es out. Tu sais, en partant, oui, c'est Mmh. trois prises. oui. Puis un conseil que je peux peut-être donner, que moi j'ai eu très tôt dans ma carrière par M. Moussaoui à la Ville de Québec, je le cite presque aux 2 semaines ces temps-ci, parce que j'ai beaucoup de jeunes dans mon équipe. Hey, mettons que tu as une bonne idée, OK? Tu as vu ça dans un livre, tu as participé à un podcast, puis ça te tente de le faire. Puis là, tu viens me voir, mettons que je suis ton monsieur Moussaoui, puis moi, je vais te dire, ah, c'est très intéressant, c'est rattaché à quel objectif d'affaires? Qu'est-ce qu'on va régler comme problème? Oh, rien, mais c'est vraiment intéressant. OK, je répète ma question, à quel enjeu d'affaires? Ici, maintenant, ça va permettre de régler parce que tu sais qu'on ne manque pas d'ouvrage, là. Oh! Fait que il m'avait dit vraiment gentiment, j'avais 24 ans à l'époque, puis il m'avait dit: «Madame Paradis, mettez-le dans votre parking à idées, puis quand je serai rendu là, on sortira». On l'a jamais ressorti parce qu'entre-temps, Mm. j'ai raffiné ma compréhension de l'organisation, puis là, Ouais. je pouvais vraiment avoir des idées en lien avec les préoccupations, puis toujours être pile poil sur les cibles à atteindre.
Puis il y a encore mon programme de mentorat. Je ne l'ai jamais sorti encore, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Puis c'est drôle, depuis 4 ans que je suis ici, qu'on me parle de programme de mentorat, puis je dis, on va le sortir quand ça Ouais, va être un jeu d'affaires. on n'est pas prêt, c'est Parce ça. que le nice On n'est pas toi, rendu là. Ouais. si je n'ai pas mon jeu de base, je ne mettrai pas la cerise sur un sundae qui n'est pas encore fini de. Pas Oui. celui qui est au chocolat favori. Si ton sundae n'est pas fini de couler, tu ne mets pas ta cerise parce qu'elle va tomber dans ton contenant. Ah, c'est bien dit. Mais j'aime ce que vous dites. Dans le fond, la curiosité, tu sais, si on ne le sait pas, on pose des questions. Il faut vraiment s'intéresser, parler finances aussi, parler chiffres, être capable de parler en raisonnement d'affaires, se rattacher à un objectif stratégique, un objectif organisationnel. Je pense que c'est parce que souvent, c'est ça, là, toutes les idées sont bonnes. Mais c'est quoi le ROI? C'est quoi le Mm. retour sur l'investissement pour l'organisation? Oui. Il ne faut pas oublier que nos dirigeants parlent en chiffres et en metrics. Donc, il faut savoir parler le même langage et se former. Je pense que c'est la responsabilité. Il faut se responsabiliser, je pense, dans notre Oui. fonction Parce pour que être une apprendre. victime, ça mène absolument à rien. Exact. Puis Caroline a mis plein de belles pistes au début de la rencontre. Moi, je te donne tout le crédit de ça parce que tu nous as lancé sur ces pistes-là, mais pour un nouveau, justement, qui sort de l'école, qui n'est pas encore sur le comité voyons, exécutif, si tu ne connais pas les enjeux, tu n'as pas de données, tu sais, c'est le fun d'avoir Power BI, nous on a Qualtrics, on a plein on a un scientifique de données chez nous, donc qui fait ça pour toute l'entreprise. Mais si tu n'as rien de tout ça, commence par aller faire des groupes de discussion, va comprendre les problèmes, va parler avec les gens, fais des sondages, puis tu vas en avoir de la donnée. Puis c'est pas grave, c'est pas dans Power BI puis dans des gros Non. logiciels, mais commence par aller rencontrer les gens. Puis le but, c'est pas d'être les meilleurs amis des employés en ressources humaines. Mm. Tu vas être proche des gens quand tu vas comprendre les préoccupations des collaborateurs, qu'ils soient employés ou gestionnaires, mais ça prend moi j'appelle ça des mécanismes d'écoute dans une organisation. Donc, comment tu peux être à l'écoute des gens sans être à part si vous êtes 10, mais c'est parce que quand tu fais du one-on-one, tu peux tomber dans le piège de devenir le psychologue des employés. Oui. Et là, oups, tu n'es plus dans ton rôle de funambuliste, Oui. de Croix-Rouge, tu es censé être neutre. Donc, moi, je limite au maximum mes entrevues individuelles. Je le fais vraiment pour approfondir des sujets qui sont très sensibles, comme dans l'équité, diversité, inclusion, par exemple. Même des fois, je les donne à contrat pour pas mettre les gens mal à l'aise. Mais des groupes de discussion puis des sondages, je pense que c'est une bonne façon de débuter pour dire à la direction, hey, il y a un enjeu. Je propose un projet qui, je pense, va réussir à améliorer le taux de satisfaction ici. Puis tu le remesures après. Donc, une mesure pré-test, post-test Oui. devrait être en Constituer les Ouais. écarts, c'est là-dessus qu'on travaille pour mettre en place Là, des je t'ai solutions. soufflé. Trop bonne idée de Caroline. Mais c'est un bon point que tu amènes là parce que nous, on en fait beaucoup des one-on-one avec les employés, puis on le répète souvent qu'on n'est pas un confident nécessairement, on Ouais. est quelqu'un qui va faire débouler les choses. Puis ça, c'est un enjeu qu'on a effectivement parce qu'on y va beaucoup en one-on-one justement avec les employés. On fait, puis aussi, tu as apporté le point, on n'a pas besoin d'être connecté à Power BI ou quoi que ce soit. Nous, on faisait des forms, là, des sondages Ouais. forms. On récolte ça, le temps qu'on ait plus de bons systèmes pour tout. Puis ça nous permet d'avoir des bonnes données. Mais ça, c'est un très bon point que tu amènes là parce que on a cet enjeu-là, nous, souvent, le funambuliste que tu disais, là, Oui. il faut qu'on reste entre les deux. Puis des fois, c'est ça, quand on va beaucoup chercher auprès des employés, on n'est pas là pour être confident. On est là juste pour faire avancer les choses, pour améliorer les programmes. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans la fonction RH, là, de faire la part là, de ça là, Je entre pense les que deux. mon passé à la Ville de Québec m'a amené ce paradigme-là. Peut-être parce qu'à 8000 employés, tu ne peux pas faire des rencontres Non. individuelles. Ça te prend de toute façon des sondages, des groupes de discussion. Fait que j'ai jamais vu, tu sais, un conseiller ressources humaines dans mes 15 ans à la Ville venir me faire une entrevue individuelle sur un sujet quelconque. Fait que je pense que j'ai amené cette pratique-là au début sans trop me rendre compte de pourquoi c'était comme ça. Puis maintenant, je le vois parce que quand je suis arrivée il y a 4 ans, il y avait beaucoup de rencontres individuelles. Puis les filles étaient dans l'équipe RH étaient amies avec tout le monde. Mais le jour où tu as à faire un congédiement de ton ami, Ouais. ou il y a eu la pandémie, on a fait des mises à pied, ben, c'est extrêmement délicat. Ouais. Ouais. Donc, c'est une fonction où c'est très difficile d'être ami avec les gens. Ouais. Et c'est un deuil à faire. Tu peux être proche, mais tu dois rester professionnel. Il y a un Ouais. danger. Puis je vois beaucoup de jeunes vouloir tomber dans le piège d'être amis pour se faire aimer. Mais ton rôle, c'est pas de te faire aimer Ouais. dans ce rôle-là. C'est Mais dur. ça, quand même, une réflexion, puis ça fait le lien entre les deux premières thématiques, entre l'intelligence et l'avancée technologique.
et la fonction RH parce que oui, on peut utiliser plein de systèmes, tout ça, mais vous l'avez dit d'une manière différente, mais quand même l'enjeu humain, il ne faut pas non plus tomber dans tout un ou dans tout l'autre. Ouais. Autant, il ne faut pas faire des interventions comme psychologue, mais en même temps, il ne faut pas utiliser juste la machine pour aller extraire de la data sans nécessairement l'interpréter puis faire des interventions humaines. Fait que moi, c'est un beau constat que vous me permettez de faire Mhm. aujourd'hui, d'en maintenir un équilibre quand même, puis d'être conscient Ouais. si je penche trop d'un bord ou si je suis trop de l'autre, puis Ah de me oui. réajuster en fonction Ça se peut de... que tu sois en déséquilibre, comme un funambuliste, mais quand Ouais, tu oui, es c'est sur une ça. ligne, il faut que tu Ouais. Mais à un moment donné, ouais, je me ramène, puis on n'est jamais en équilibre parfait, mais au moins on est conscient que, oups, là, il faut que je me ramène le bras Ouais. Oui, puis C'est une belle métaphore. J'aime bien, je vais le Oui, ramener dans mon oui, équipe. ça alors, me- ouais. il y a aussi un équilibre dans la collecte de données parce que si tu es toujours en collecte, tu n'as pas le temps de faire. Moi, j'aime beaucoup l'approche du design thinking et de l'agilité. Donc, j'ai entendu, il y a un pain, mais comment je le règle, je le mets, ça marche super parfait. C'est suffisant, oui. Suivant. Tu sais, moi, j'ai la réputation de livrer beaucoup, beaucoup de choses dans une année, mais je livre des affaires pas toujours belles, mais qui marchent. Ça marche parfait. Quand tu voudras l'embellir parce que tu seras rendu ailleurs, tu reviendras me voir. Tu sais, mais la techno que je te livre, qui est un fichier Word, te suffit. Parfait. Oh, ça te rend maintenant un SharePoint. OK, je vais t'en bâtir un SharePoint. Mais je pense d'y aller par itération, puisque d'être toujours en collecte de données, tu ne livres rien. Puis le jour où tu es prêt à mettre en œuvre quelque chose, mais tu ne sais même plus si ta donnée est bonne ou si elle est devenue obsolète. Donc, on a un enjeu, on veut savoir, paf, on organise quelque chose. OK, parfait, prototype, c'est correct, on déploie. Puis là, après ça, on avance au suivant. Donc, c'est ce qui permet d'être très agile et de créer de la valeur en continu et d'avoir un impact sur une base continue dans l'entreprise et d'être très apprécié parce qu'on est vraiment au service de l'organisation. En terminant, troisième point, mesdames, avez-vous été surprises de voir que c'est un enjeu qui est un peu moins significatif pour 2024 en regard de peut-être un niveau de une turbulence économique qu'on sent, l'inflation, une crise économique qu'on n'ose pas nécessairement confirmer avec l'inflation, les taux hypothécaires, ce qui affecte beaucoup les organisations. Est-ce que vous êtes surprise de ça, mais aussi en même temps, je vais vous poser une double question, puis comme ça vous pourrez continuer. Euh, Pourquoi on a encore des enjeux de pénurie, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les enrayer? Ben, c'est sûr que si on se fie juste aux données démographiques, je veux dire, les données sont là, là. Il y a encore 200 000 quelques postes vacants. Dans 2030, on va se ramasser avec 1,1 quelques millions de postes vacants. Donc, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, elle va se continuer, elle est encore présente. Là, présentement, elle est un peu justement camouflée par la situation économique. Donc, nous, on le ressent, là, tu sais, on a beaucoup moins de difficultés à combler tous nos postes. Qu'on est en croissance, on a beaucoup de postes ouverts et tout ça. Mais je suis curieuse de voir comment ça va s'orienter avec tout justement les AI et tout ça, à quel point ça va évoluer. Je pense qu'il y a des postes qui vont complètement changer. Il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont. Tu sais, c'est le but, c'est pas d'être alarmiste non plus, mais tu sais, je pense qu'il va continuer, vu qu'il y a une pénurie il y a une grande quantité de postes vacants. Je pense que ça va peut-être Mais juste bien s'équilibrer, c'est pas j'ai alarmiste l'impression. quand tu as dit qu'il faut avoir une pensée TI. C'est pas Non, alarmiste. Je pensais d'avoir une pensée TI, tout simplement. ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je pense qu'il va y avoir des postes qui vont disparaître, mais qui vont se réorienter. Il va Oui. falloir bien, je pense qu'on va être plus en mode, pas de recrutement, d'attractivité, mais d'accompagnement et de développement des compétences, accompagner dans ces changements-là qui vont avoir lieu là. Puis les entreprises, ben, toutes les entreprises s'automatisent de plus en plus parce que justement, pour prévenir cette pénurie-là, je pense que plus que les technologies vont évoluer, plus que ça va aider, hein, puis ça va se... Pensez-vous que, parce que le développement des compétences est ressorti plus fort pour 2024, pensez-vous que les entreprises tendent à se tourner vers développer les compétences à l'interne et que ça serait une explication pourquoi ça sort un peu plus? Ouais, ben je l'espère, là. J'espère Oui. que c'est ça, là. Je pense que ça va être une clé là, de développer les compétences à l'interne. Parce maintenant, on pige tout dans le même marché, finalement, là, pour aller Ouais. chercher les gens. Là, fait que de revoir les compétences, d'améliorer nos processus pour essayer de réduire le nombre de postes qu'on va ouvrir. Je pense que ça va être ça la clé. Mm. Mhm.
Annick, tu avais une belle vision quand on a eu la discussion justement la semaine passée par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi on a encore des enjeux de pénurie de main-d'œuvre en 2023/24? Ouais. Ben, j'ai l'impression que c'est assez localisé. Moi, je te dirais même dans mes résidences, mes hôtels, mes chantiers de construction, puis mon siège social, j'en ai pas. Moi, j'ai des candidatures spontanées à chaque jour depuis mars. Là, je pense qu'on récolte le fruit de tous nos efforts en attractivité, en notoriété, en culture. On a fait des relations de presse. Donc, on était très connus, nous, en immobilier, mais on n'avait pas encore les gens n'avaient pas d'opinion sur le Logisco en tant qu'employeur. Il y en avait un voyons, comme gestionnaire immobilier, puis en lien avec nos appartements, entre autres. Puis nos hôtels, c'est des Hilton, donc la marque Hilton est très, très forte. Mais tu sais, je pense que si tu compétitionnes pour un poste de plongeur, puis que tu es un hôtel Hilton, puis qu'à côté, tu es, je sais pas moi, casse-croûte chez Ginette, bien, ça se peut que ta notoriété vienne, si tu n'en as pas, que ça joue en ta défaveur. Donc, Oui, il y a d'être Ouais. connu, je pense que ça aide, puis que, tu sais, la marque employeur, je pense qu'il faut être connu, il faut sortir, mais tu sais, on avait un atelier avec Vincent Mesroux, tu sais, j'ai une marque employeur, je fais quoi? On est en train de planifier quelque chose là-dessus pour l'année prochaine, puis, tu sais, si tu as une marque employeur, tu as une expérience employée de crotte, là, ça Mm. sert à rien. Non. oui, Je pense qu'il faut aussi que les gens qui ont je pense que la pénurie de main-d'œuvre est peut-être plus dans les plus petites entreprises ou dans des postes archi spécialisés, mais dans la petite entreprise, moi, je reste dans le coin je passe souvent par la route de l'aéroport à Québec, puis je vois toutes les petites entreprises que je connais rien. Tu sais, je les ai découvertes en venant au bureau par ce oui. chemin-là. Puis je me dis comment qu'elles font. Puis c'est drôle parce que je pensais à ça, ce matin en me levant, puis je me disais, c'est comme si tu vas dans un bar, puis tu as les cheveux gras, tu as des dents noires, puis tu pues, puis tu as les ongles noirs. C'est sûr que tu n'en auras pas du monde. Fait que je pense qu'il faut déjà que tu vois comme entreprise, est-ce que tu pues? Si tu pues, ben, tu vas avoir Ouais. une pénurie de main-d'œuvre. Mais si tu es vraiment beau, tu as une belle équipe, puis que tu as encore des enjeux de pénurie, peut-être que tu as un enjeu de notoriété et pas Mm. tant de marque, mais va te faire connaître. Ouais. Mais la question qui tue, c'est est-ce que tu pues ou est-ce que tu sens bon? Puis si tu sens bon, ben fonce dans le tout. Il va t'en cruiser. Puis si tu pues, ben, il y a un petit ménage à faire. Lave-toi. Ben, il faut se dire les vraies affaires. Il y a des entreprises qu'on n'a jamais travaillé pour, hein. Mm. Oui, puis moi, je vois beaucoup d'entreprises justement que j'accompagne. J'ai beaucoup de clients dans le domaine de la construction, puis c'est des contracteurs, des sous-traitants, tout ça. Puis c'est pas des entreprises qui ont nécessairement une belle image. Pas juste une question de réputation, mais au niveau visuel marketing. Ouais. Puis c'est toutes des entreprises. L'industrie de la construction a énormément d'enjeux d'attraction de la main-d'œuvre parce qu'on ne les voit pas. C'est sûr que si on est un Pomerleau, un ABB, ABC plutôt, ou ABB aussi, mais ABB, on a une visibilité et une notoriété, alors que si je suis construction, Tremblay incorporé, personne ne me connaît. J'ai des clients, bien des clients, parce que c'est du bouche à oreille, mais point de vue main-d'œuvre, attraction de la main-d'œuvre, c'est pas. Puis ils n'ont pas Effectivement. nécessairement les ressources non plus pour Non. investir sur Non, leur c'est site. ça. Ouais. C'est Mais ça. tu sais, le Mm. Logisco, c'est extrêmement connu. Tu sais, la notoriété en immobilier, c'est 80%, OK? Puis moi, quand je suis arrivée, moi, je pensais que le Logisco, c'était du logiciel là, avant qu'on me chasse, là. Fait que je me suis dit, je ne Ouais. dois pas être la seule qui n'est pas au courant que le Mm. Logisco, c'est de l'immobilier. Et puis, j'avais aucune idée de la réputation de Logisco Mais quand c'est j'ai... toi qui as mis le Jusqu'au sur la map Ben, RH ça, parce que personne ne savait. Ben, en fait, moi, pas personne, mais moi, je ne savais pas non plus c'était quoi le Jusqu'au non. avant de te Et moi, quand connaître. je suis arrivée ici, c'était un joyau, là, mais pas connu. Fait que, tu sais, c'était déjà pas Ouais. mal beau, là. Tu sais, il y avait du Ouais. monde en CEDO, là, tu sais, figure de style, mais c'était vraiment une fichue belle entreprise, mais très peu connue. Mais il a fallu que j'amène de la donnée. Ouais. Parce Ouais. que l'image est tellement forte en immobilier. Puis Michel, notre président, tu sais, il était président de voyons, pas de la FTQ Construction, de la PCHQ à Québec. Donc, tu sais, OK. comme entrepreneur extrêmement connu, il est coach, mentor à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, dans la tête du comité exécutif en 2019, c'était très, très, très connu. Fait qu'on a fait un sondage en 2021 avec Somme pour voir, oui, la notoriété de Logisco, mais quelle était notre notoriété comme employeur, puis ceux qui nous connaissent, qu'est-ce qu'ils pensaient. Fait qu'il y avait 80% qui connaissaient Logisco en immobilier, mais seulement 18% qui avaient une opinion de nous comme employeur. Puis c'était très clairsemé. Tu sais, il y avait pas de tendance sur c'est-tu un bon ou un pas bon employeur. C'était très teinté de l'expérience locataire à l'époque. Donc, c'est avec ces données en main-là qu'on est venu investir, qu'on a fait des relations de presse, puis
Puis je sais pas, je me suis mis à être plus active sur les médias sociaux parce que j'avais un joyau entre les mains. J'étais pas au courant quand j'ai pris ce poste-là, moi, que Mmh. j'avais une Cadillac entre les mains. Fait que, tu sais, c'est un défi beaucoup plus facile de sortir ta belle voiture quand elle est belle que de sortir ta Lada 82 trouvée, là. C'est bien dit. Des belles analogies aujourd'hui. Et si vous aviez, on a parlé de notoriété, mais peut-être nous partager une bonne pratique qui a été payante dans vos organisations en termes de recrutement, peut-être en 2023, que vous avez tenté, qui a profité, puis nous partager pour qu'on puisse s'en inspirer. Ben, c'est sûr que nous, on a commencé beaucoup à utiliser, puis là, c'est vraiment pas moi l'experte là-dedans, mais on a commencé vraiment à se faire des plans annuels. Et c'est ce qui coûte le moins cher là, via Facebook, via LinkedIn et tout ça. Ben, c'est plus Facebook qu'on utilise, là, mais d'aller utiliser des campagnes qui vont faire du ciblage envers les personnes. Puis on est allé vraiment en entonnoir, donc de débuter par, on parlait de la notoriété, de faire connaître l'entreprise, l'employeur. Donc, on a repartagé, exemple, nos pubs avec des jardins. Tu sais, c'est sûr qu'on a, un peu comme tu disais, là, on a la chance quand même d'être une belle entreprise, c'est qu'on a des belles choses à démontrer de l'avant, mais on est allé vraiment démontrer c'est quoi Humano avant de démontrer nos postes pour aller finalement en entonnoir, puis après ça, tu cibles de plus en plus. Puis, tu cibles après ça les postes que tu as besoin, mais pas les postes juste aujourd'hui, les postes qui s'en viennent. Pas juste être dans le moment présent, donc commencer à se monter, là. Ça, Puis c'était une c'est erreur fondamentale que tu avais partagée aux étudiants, de dire si j'avais recommencé, je prendrais plus d'avance pour oui, oui, prévoir mes oui. besoins dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mm. Mais tu disais package, excuse-moi Caroline, je t'interromps, mais tu disais on a fait des packages, je l'ai Ben, dit pas c'est que comme dans tu le l'as fond, dit, mais comme on achète des, je sais, vous l'achetez en plus veux pas grande dire, quantité, comme je ça veux coûtait pas moins dire cher. n'importe quoi parce que c'est pas moi l'experte, là. Il y a une personne du marketing avec une personne de mon équipe qui ont travaillé ensemble. Puis, au fait, c'est que on va cibler, on achète du ciblage, j'ai Ah, l'impression. Là, d'accord, du ciblage je connais juste pas les bons termes, là. sur LinkedIn, OK. Principalement sur Facebook, là, qu'on Ah, utilise sur beaucoup. Facebook, OK. Puis, bon, on a utilisé LinkedIn aussi, mais Facebook, tu sais, c'est un truc aussi peut-être pour les plus petites entreprises, c'est que c'est ce qui coûte le moins cher avec le plus gros retour, je trouve, parce que c'est ça, c'est pas énorme comme coût, puis ça peut te générer un beaucoup plus grand bassin de gens. Mais c'est si tu commences par nous recrutons, on embauche, c'est pas ça qui attire le monde parce que tout le monde recherche. Il faut que tu ailles vraiment cibler. Faut que tu OK, montres t'es qui comme employeur. OK. Qu'est-ce qui est plaisant? Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon employeur? Il faut dire les vraies choses, comme on disait aussi, là, parce Ouais, que nous, ouais, on a ouais, ouais. déjà fait l'erreur une fois de dire on est bon en formation, puis Puis c'était pas ça. Fait que c'était c'est pas le cas, puis on se le faisait contre-psychologique, ouais. dire par nos employés. On a dit, oups, on n'aurait peut-être pas dû dire ça, là. Donc, Ouais, voilà, ouais, j'en dis. j'avoue, hein. J'avoue. Ouais, Fait que là, dans le fond, vous dites que vous êtes bon, que vous êtes beau, vous montrez qui vous êtes, puis après ça, clos que je lance une ligne à l'eau, puis une fois que les gens me connaissent, ben là, je dis, ben voici maintenant, je cherche quelqu'un dans tel domaine. c'est ça. Fait que commencer. Quand les gens cliquent, Ah, OK, il là, y a de ça avance. l'intérêt. Là, après ça, tu peux comme plus cibler. Tu peux OK. leur donner une deuxième publicité. Donc, OK. Fait que c'est tout automatisé en oui, fonction c'est pour ça. que C'est les ça. algorithmes permettent Oui, de dire, c'est ah, ça. c'est intéressant, C'est OK. en plein ça. Mais il faut que tu Ah. commences par c'est quoi qu'on juge qu'on fait de bien chez nous. Donc, ça vaut la peine d'investir dans ces technologies-là Oui, pour. je pense que oui. Ouais, Ah, ouais. intéressant. Merci. C'est un très bon truc, un très bon conseil. Annick, une bonne pratique qui a bien fonctionné en matière de recrutement? Et nous, on vient de lâcher Facebook pour aller vraiment plus sur Indeed puis mettre nos salaires. Donc, depuis parce qu'on a beaucoup de postes à plus bas salaire, hôtel et résidence, donc ça marche vraiment super bien. Facebook, on est en chicane avec eux. On s'est fait pirater notre page Facebook. Donc, Oh, Ah ouais, OK. OK. ça a changé la donne. Mais tu vois, notre troisième hôtel, on l'a comblé en un temps record avec un 7 000 d'investissement, alors que ça nous avait coûté 20 000 en 2019, si tu as fait l'hôtel au complet. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire du ciblage. Mais en amont, comme Caroline l'a dit, on avait beaucoup travaillé notre stratégie de contenu depuis 2020 à peu près, là, sur qui on est, puis encore plus depuis le sondage sur Somme, pour focaliser sur notre culture qui, nous, on veut, qui est très distinctive. Mais une fois que tu as des candidatures, il faut que tu comprennes qu'il y a des emplois
où les gens envoient leur CV à 12 places en même temps, puis tu es un parmi tant d'autres. Tu sais, les postes à plus bas salaire, ils s'en foutent de ta culture. Tu sais. C'est le salaire qui va compter, puis après ça, ils vont rester pour ta culture. Donc, c'est très différent des postes professionnels et des postes de gestion. Donc, nous, ce qui a aidé, c'est vraiment en février l'année passée. On a mis en place des SLA, donc une offre de service interne avec des engagements. Donc, on a mis les différentes étapes du processus. Qu'est-ce que nous, dans mon équipe, on s'engage à faire avec quel délai, puis la contrepartie gestionnaire, qu'est-ce que le gestionnaire doit faire, puis dans quel délai. Puis si le gestionnaire ne répond pas au SLA, c'est moi qui l'appelle, puis je le kick-out du processus. Donc, pour les hôtels et les résidences, l'enjeu de vitesse était trop extrême pour ne pas s'y attarder. Donc, on l'a mis. Donc, nous, j'avais quelqu'un qui était sa boîte emploi courriel puis qui appelait en direct la personne. Fait que ça a vraiment fait la différence. Puis là, je retire ce service-là puis on change nos cibles parce qu'on n'a plus besoin maintenant de rappeler dans la demi-heure. Le marché, c'est vraiment loussé. Mais pour nous, cette offre de service-là a vraiment permis d'aligner tous les gestionnaires recruteurs de l'entreprise. Parce que sinon, on fait un appel puis que le DG n'est pas disponible pour une entrevue avant 3 semaines, ça ne marche pas pour un préposé aux bénéficiaires, une infirmière auxiliaire, un plongeur. Donc, l'alignement de tout le monde sur le processus puis des nombres de services, ça a été la clé. Puis d'aller afficher nos salaires sur Indeed pour les postes à plus bas salaire, c'est magique. C'est notre plus gros retour sur investissement de toute Ça notre vie. change beaucoup les paradigmes. Hein. C'est de plus en plus, moi, je ne fais plus vraiment de Ça te prend une recrutement, équipe interne pour faire ça. Parce oui, qu'on parce voulait que le les faire un gens peu voient. avant, il nous restait quelques bugs à régler, puis là, tout à coup, c'est beau, il n'y a plus de bugs. Ah oui. Ouais. Parce que les autres peuvent se comparer, puis s'ils voient le salaire, ouais, c'est sûr que faut être bien attaché. Il faut que tout soit bien ficelé avant et non partager un salaire pour partager un salaire. Donc, tout ça, c'est très stratégique, hein, puis ça revient un peu à ce qu'on disait, l'organisationnel versus l'opérationnel. Donc, merci infiniment, Caroline et Annick. Vous êtes toujours aussi pertinentes et intéressantes à écouter. Certainement que les gens ont pris des notes puis ils vont mettre des choses en application. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, il me reste juste à vous souhaiter un beau, joyeux temps des fêtes, hein, parce que c'est maintenant là. Merci beaucoup. Merci à toi, Au Vicky. plaisir. Bonne fin de journée. Merci, Bye bye. merci, Bonne bye-bye. semaine.